Bonjour à tous, donc Brigitte Champenois, donc je suis membre du conseil d'administration de l'AIRG France. Donc l'AIRG France, c'est une association, donc loi de 1901, qui a été créée en 1988, qui a donc fêté cette année ses 35 ans. Et donc c'est une association pour l'information et la recherche sur les maladies rénales génétiques. Donc c'est une association qui n'est pas maladie spécifique. On regroupe toutes les maladies rénales d'origine génétique. Donc on est composé de bénévoles et aussi d'un conseil scientifique qui est présidé par le professeur Jérôme Aramba du CHU de Bordeaux. Donc nos objectifs, ils sont au nombre de 4. Donc informer donc, sur tous les aspects des maladies rénales. Et on verra tout à l'heure effectivement que souvent, malgré ce qu'on peut penser, malgré l'accès Internet, on a des fois des défauts d'information. On va voir si elle arrive. L'aide, bien entendu, aider les patients et leurs familles en leur offrant un lieu d'écoute. Le soutien et le développement à toute forme de recherche. Et bien sûr, la promotion du don d'organes. Donc, bien entendu, du fait qu'on regroupe l'ensemble des maladies rénales génétiques, quelle que soit leur fréquence, eh bien, on s'intègre naturellement dans la filière orchide, puisque effectivement, on va de la polykystose la plus fréquente à des pathologies beaucoup plus rares. Et donc, les patients qui ont des pathologies beaucoup plus rares peuvent aussi trouver une association, puisque dans certains cas, ils n'ont pas d'association dédiée à leur maladie. Donc, l'idée, c'est aussi de mettre en commun les moyens, les ressources pour faire avancer les choses et aider dans toutes les pathologies. Donc bien entendu, pour ce faire, nous avons, on a dit, des bénévoles, des adhérents, des donateurs. Nous avons aussi des partenaires que nous remercions, que nous remercions pour leur soutien, bien entendu. Donc je vous disais tout à l'heure, un de nos objectifs, c'est d'informer. En 2022, nous avons fait un questionnaire auprès des patients. Donc j'en profite pour dire effectivement l'idée d'avoir une appli où on peut lancer des questionnaires. Nous, on sera tout à fait partie prenante, en tout cas promoteur de l'idée, parce qu'on trouve que ça a vraiment du sens. Donc dans 53% des cas, les patients estiment ne pas avoir été suffisamment informés, ce qui veut dire qu'une personne sur deux... Une personne sur deux n'a pas eu l'information dont elle avait besoin, et 83% des cas, il y a eu un impact sur la maladie professionnelle, sur l'impact de la carrière professionnelle, et qui n'a pas, pour les 17% qui n'en ont pas eu, qui nous ont répondu qu'ils n'en avaient pas eu, c'est parce qu'ils n'étaient plus en activité ou pas en activité au moment de l'évolution de la maladie. Donc là, il y a la liste des maladies rénales génétiques. Donc vous voyez que c'est quand même, elles sont assez nombreuses, mais ça je ne vous l'apprends pas. Et donc voilà, quelle que soit la maladie, notre association peut accueillir ces personnes. Notre organisation, donc on a d'une part un conseil d'administration, donc 19 membres, avec un bureau et des administrateurs, bien sûr tous bénévoles. Des correspondants, donc les correspondants, c'est un réseau de bénévoles en région, et donc on est sur tout le territoire français, donc les gens qui ont besoin effectivement de nous connaître, ils peuvent venir nous rencontrer en région. Des référents par pathologie, alors plus ou moins nombreux en fonction de la fréquence de la pathologie, c'est la limite de l'exercice. Et puis très important, un conseil scientifique qui est constitué de néphrologues qui épaule notre association et qui nous aide. Donc nos actions, donc tous les ans une journée annuelle dans laquelle effectivement nous présentons un certain nombre de thématiques qui vont soit on essaye de répartir entre des sujets qui concernent plus le patient, comme l'accompagnement, l'éducation thérapeutique, et
tous les autres projets qui concernent beaucoup plus la recherche et là qui sont plus dans le registre médical, là pour informer. Donc voilà, c'est en règle générale quelque chose qui demande beaucoup de préparation, mais dont la qualité est appréciée par les participants par rapport à la qualité des débats et des informations. Et tout au long de l'année, une information gratuite et accessible, un journal néphrogène, qui généralement reprend les thématiques abordées lors de la journée annuelle, ce qui permet de les poser par écrit, délivré par pathologie, où là, effectivement, les personnes peuvent les commander sur notre site ou les néphrologues peuvent les remettre lorsqu'on est sur des pathologies et qu'on a besoin d'informations. Et puis une infolettre mensuelle là, qui a plus la visée d'avoir de l'information au fil de l'eau. Donc dans nos actions, on a aussi une écoute téléphonique et une permanence à Paris tous les jeudis, des contacts en région, que je l'ai dit tout à l'heure, un rapprochement avec les néphrologues, des contributions auprès des autorités de santé et des réunions patients, médecins professionnels. Donc je parlais tout à l'heure, soutien à la recherche. Un soutien à la recherche, depuis sa création, la IRG donc, elle a financé près de 2 millions d'euros dans des projets de recherche. Sur les 2 dernières années, effectivement, on est chaque année à hauteur de 100 000 euros lancés sur la recherche clinique fondamentale. Et bien entendu, là, c'est on fait un appel à projet tous les ans et les projets sont analysés par notre conseil scientifique. Donc les projets ne sont pas choisis en fonction de la pathologie. On ne va pas dire on a une majorité de patients atteints d'eux et du coup on va orienter la recherche vers cette pathologie, puisque ce n'est pas le but de l'association, puisque nous, notre objectif est justement de mutualiser pour pouvoir aussi aider les pathologies plus rares. Et donc, ce qui est retenu par le conseil scientifique, c'est vraiment l'intérêt du projet pour qu'on lance effectivement un financement. Le dernier point, bien sûr, on soutient la promotion de la greffe et notamment de la greffe entre vivants. Donc, on a aussi une présence à l'international. Alors l'international est un bien grand mot, mais on a quand même quatre autres pays représentés en plus de la France et donc qui peuvent venir participer à nos journées annuelles. Et en tout cas, c'est important parce que des fois, on a aussi la maladie ne s'arrête pas à nos frontières, donc c'est aussi intéressant de pouvoir se nourrir de ce qui est fait dans les autres pays. Donc voilà pour cette présentation. Donc deux petits mots complémentaires. Donc le premier, moi je suis là toute la journée avec vous, donc vous pourrez venir me voir, me rencontrer. Voilà, on pourra échanger au moment de pause et de déjeuner. D'un point de vue logistique, nous n'avons pas réussi à nous organiser pour mettre en place notre stand, mais nous sommes là physiquement. Et puis un message, c'est qu'effectivement, nous représentons, comme vous l'avez compris, toutes les maladies génétiques. Donc, si vous souhaitez des renseignements, si vous souhaitez qu'on vous envoie aussi de la documentation, je pourrais aussi prendre les coordonnées de professionnels de santé. Si vous souhaitez qu'on vous envoie des affiches pour mettre dans vos services, de la documentation, des livrets, moi, je suis à votre disposition tout au long de la journée pour vous faire envoyer du matériel après cette session. Merci. Ce que je vous propose, on va enchaîner les présentations et s'il y a des questions, on regroupera après avec les 3 présentants. Donc la personne suivante, c'est Madame Martine Taillès qui représente l'association des patients atteints de syndrome néphrotique. Tout d'abord, bonjour à tous et merci pour cette invitation de présenter donc, du coup, l'association de patients atteints de syndrome néphrotique ici à Paris. Juste un petit mot pour dire que ça fait donc, du coup 20 ans que l'association l'AMS existe. Donc on a fêté nos 20 ans l'an dernier. Elle a été créée en 2023. Donc en janvier 2023, on a fait donc, du coup une petite fête pendant l'Assemblée générale. Et quelques médecins étaient présents ici. Donc merci à vous.
Aussi, donc, vous présentez le bureau de l'association. Donc là, c'est juste, le bureau est élu pour 3 ans. Donc on a été élu en 2021. Donc en 2024, le bureau rechangera. Enfin, peut changer en tout cas de personne. Les missions de l'association, donc, c'est informer et favoriser le dialogue entre les adhérents. Donc également améliorer l'information du public, représenter les familles et les patients au sein du comité national en tout cas, et stimuler et financer la recherche. Quelques chiffres que je vous ai déjà présentés, mais du coup je vous remonte ça. Donc on a bien 20 ans d'ancienneté déjà. On finance pour le syndrome néphrotique, on a financé à peu près moins de 700 000 € pour la recherche. On a un coût de fonctionnement de l'association qui est très faible, qui correspond effectivement à des avoirs de convocation pour des assemblées générales. Mais donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Et on est tous des bénévoles aussi. On a à peu près donc, autour de 800 adhérents depuis moins de 5 ans. On a aussi depuis 2023 renommé un comité scientifique suite au nouveau plan effectivement qui a été fait. Donc si vous avez les personnes du comité scientifique, donc effectivement tous des néphrologues qui sont aussi la plupart dans cette salle-là. Donc merci à vous d'avoir accepté d'être dans ce comité scientifique. L'association, donc du coup effectivement on a un site internet. Donc vous avez ici le lien, vous pouvez effectivement le communiquer à vos patients, à qui vous souhaitez. On peut adhérer, hein, si on n'est pas malade, hein, on peut adhérer, on peut faire des dons. Je passe aussi, vous avez également ici, donc on a une page Facebook sur les réseaux sociaux. Donc 2 pages, donc une qui est publique, ouverte à tous, et une qui est privée, entre guillemets, où il faut donc du coup avoir l'autorisation par des modérateurs pour intégrer et pour pouvoir discuter de manière pas confidentielle, en tout cas assez bienveillant sur les pathologies de ces enfants ou de soi en fait. Donc ça marche vraiment, vraiment bien, ce site Facebook privé. On a aussi donc des réseaux sociaux aussi donc tout ce qui était Instagram. Donc c'est pareil, on met quelques actions, des petites photos. Ça peut être aussi, c'est pour dire qu'on est assez actif aussi sur Instagram. LinkedIn aussi, on met aussi des liens sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas, si vous êtes connecté à LinkedIn, de vous abonner à notre page LinkedIn aussi. C'est toujours intéressant. Pour vous aussi qui êtes là, néphrologue et personnes de santé, n'hésitez pas. On a également ici un petit stand avec des flyers. Donc si vous en voulez dans vos hôpitaux, c'est tout petit. C'est une version A5, donc ça tient dans un sac à main pour ce soir rentré. Donc n'hésitez pas à prendre quelques feuillets voilà, pour vos patients. On a aussi des posters, donc si vous en voulez aussi pour afficher dans vos salles d'attente, n'hésitez pas aussi, vous pouvez en prendre 2, 3, il n'y a aucun souci. Et si vous avez des patients qui sont intéressés, on peut aussi les aider à monter des événements. Là, ici, juste un petit point par rapport à une personne qui s'appelle Sonia, qui est sur Toulouse, et qui a participé à la formation parent-expert, donc SNI, donc du coup, elle est adhérente à la MSN. Elle a donc une petite fille atteinte de SNI. Elle a voulu faire, du coup, cette formation qui a été en fait proposée par la filière. Donc voilà, j'ai mis pour elle voilà, elle a fait quelques slides, donc je lui dis que je vais la représenter aujourd'hui. Donc cette formation-là, en fait, a été ouverte aux différentes filières, dont la filière orchide. Ça, c'était les objectifs et les problématiques connues entre les différentes filières. Donc, c'est voilà, valoriser l'expérience de parents, entre autres, les problématiques entre les différentes filières maladies rares. C'était en tout cas ce qui était sorti. C'était pour elle, c'était trouver la place de parents experts au sein du corps médical, se faire entendre en tant que parent. Voilà, accompagner aussi ces enfants au passage adulte, entre pédiatrique et adulte. La conviction aussi entre les différentes personnes qui ont participé à cette journée, enfin à ces 6 mois de formation, c'était aussi l'intégration du parent expert au sein des CHU, le lien aussi étroit entre parents, patients, experts, soignants, qui était aussi très important pour elle.
Donc son vécu, voilà, ici je vous laisse le lire. Donc du coup, c'était assez riche pour elle de faire cette formation de parents experts. Elle voulait souligner un formateur brillant pour cette information aussi, donc David Romain Berthelon, je ne sais pas si quelques-uns le connaissent ici. Voilà, donc c'était une formation intéressante et on a là aussi la chance qu'en 2024, on a une nouvelle personne qui s'appelle Marie aussi, maman d'une petite fille aussi atteinte de syndrome néphrotique qui va participer aussi à cette formation par expert. Donc merci en tout cas merci pour la filière Orchide parce que mine de rien c'est grâce à vous que ces personnes-là peuvent participer et se sentent mieux en fait et puis peuvent après échanger entre eux et peut-être faire des actions dans le futur. Également, au niveau de l'association, on a été présent lors du congrès de la Société française de pédiatrie. Donc merci aussi. Donc ça, c'était Dr Claire Dossier qui a pu nous avoir un stand sur place. Donc c'était à Marseille au mois de mai 2023. Donc on a été plusieurs pendant ces 3 jours de congrès à discuter avec des pédiatres et leur faire connaître le syndrome néphrotique. Voilà, donc c'est intéressant pour ça, pour se faire connaître et échanger. Au niveau de la partie ambition recherche, donc on a effectivement une partie de projet avec 7 centres d'inclusion pour un projet biobanque. Et donc là, je ne veux pas forcément détailler aujourd'hui le projet biobanque ici. On a déjà discuté l'an dernier. Et un nouveau centre qui a intégré du coup ce projet biobanque, c'est le centre de Bordeaux, c'est le CHU de Pellegrin. On a un cours de financement aussi. On a également, effectivement, c'est intéressant, l'application sur téléphone portable. Donc pour nous, en tout cas, c'est un sujet vraiment très concret. Donc l'intérêt pour nous, ça fait déjà, je pense, au moins 5-6 ans qu'on y pense à ce projet d'application. L'objectif était en premier pour les patients, parce qu'on a aujourd'hui un livret papier, en fait, pour marquer tous les jours au quotidien ce que les enfants, les patients prennent, donc le traitement cortisone, le traitement d'immunosuppresseurs, les rechutes, et ça dure toute sa vie, en fait. Donc on a après des tonnes de papier, des tonnes de cahiers, et c'est assez difficile parfois à stocker, à garder, à se souvenir quand était la dernière rechute, par exemple. Donc là, c'était un vrai intérêt d'avoir cette application, en tout cas sur un smartphone, pour avoir ce suivi-là pratique. Pour aussi l'adolescent qui va marquer au fur et à mesure. Ce matin, j'ai pris mon traitement. Ça, c'était l'intérêt patient. Il y avait aussi effectivement un double intérêt, c'était l'intérêt aussi scientifique. C'est que toutes ces données qui sont rentrées dans cette application-là ne soient pas effectivement perdues et donc soient utilisées sur une base de données. Donc faire un registre national. Donc c'est là la vraie question aujourd'hui. Pourquoi multiplier les données, les bases? En tout cas aujourd'hui, en tout cas nous on y est, on est dedans. Donc on a répondu à pas mal d'appels à projets depuis 2 ans déjà, dont un dernier qui était en 2023 avec la Fondation Maladies Rares. On a créé pas mal de contacts et aujourd'hui, donc là, on est en train de développer une application avec Aptelecare, avec eLabs, et l'application s'appellera Aptelecare. On a un comité scientifique ici constitué de 2 néphrologues pédiatres et 2 néphrologues adultes qui appartiennent à ce comité scientifique et 3 membres de l'association de la MSN. On réfléchit avec eux sur du coup une interface dédiée aux patients pour le suivi des données. Un outil de suivi aussi grâce à des alertes, des questionnaires aussi qui seront mis en place dans ce type d'application-là. Donc on réfléchit aussi tous ensemble avec ce comité scientifique à quel type de questions on met dans cette application-là. Donc on est, on va dire, sur le bout du tunnel quasiment, parce que l'application, on a une version bêta de l'application il y a quelques jours en fait, le 11 décembre, c'était lundi. On a effectivement comme objectif en tout cas c'est eLabs, ça a pour objectif de former du coup les néphrologues à utiliser cette application-là à partir du premier trimestre 2024. Donc ici, je voulais juste dire, si jamais vous, néphrologues, étiez intéressés du coup pour utiliser cette application-là, effectivement, c'est vous les premiers qui êtes en ligne de mire pour pouvoir intégrer les patients atteints de SNI à utiliser cette application-là. Donc, si vous êtes intéressés, donc là, je vous ai dit, n'hésitez pas à contacter le comité scientifique pour avoir les dates de formation qui seront sûrement premier trimestre 2024.
Et je voulais remercier ici toutes les personnes présentes dans ce comité pour votre soutien et vos discussions et vos échanges qui sont quand même finalement assez comment dire, chronophages. Également ici, Ambition Recherche aussi, on a été contacté par un médecin qui était en Guyane, donc à l'hôpital de Cayenne, pour développer un projet de stage avec des stagiaires. Donc là, c'est une école de commerce qui est sur Marseille, Cage. Et donc du coup, c'était aussi un parent qui avait un enfant malade SNI et qui voulait s'impliquer, en fait, son école d'ingénieur, maintenant, c'est toutes les écoles d'ingénieurs quasiment, proposent des stages pour des associations. C'est dans leur cursus quasiment obligatoire en première ou deuxième année d'école d'ingénieur. Donc, du coup, l'association a déposé un projet, en fait, de stage pour des étudiants. Donc, voilà, je pense que si ça marche, on aura deux stagiaires à partir de janvier. Donc vous aussi, si vous avez pareil, hein, je profite, si vous avez des patients en école d'ingénieur ou des parents qui sont impliqués dans des écoles d'ingé, n'hésitez pas aussi à leur parler que la MSN peut proposer des stages aussi pour développer des différents outils, en tout cas qui peuvent nous aider, qu'on n'a pas le temps en fait clairement de faire. Les prochaines rencontres avec l'association, donc c'est dans 2 jours aussi. C'est avec, on a un parrain, un nouveau parrain ici à l'association qui s'appelle Grégoire Barrère, qui est dans le top 50 des meilleurs joueurs mondiaux. Donc là, il est parrain avec nous depuis quelques mois. Et donc, du coup, il va se consacrer une après-midi à l'association. Donc, on a voilà, quelques échanges de balles avec lui. Si vous souhaitez, si vous êtes tennisman, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est pas perdu. Vous pouvez toujours vous inscrire. Allez sur le site de l'association. Vous avez un flash code. Vous flashez ça et vous vous inscrivez. Ça sera donc on sera tous là. En tout cas, beaucoup de gens seront présents. Il y aura beaucoup de patients, de parents de patients, d'enfants qui seront présents ce jour-là. Donc n'hésitez pas. C'est à Saint-Maur-des-Fossés. C'est pas très loin. C'est en région parisienne. Voilà. Et aussi, si vous avez le temps, si vous voulez communiquer ça aussi auprès de vos patients, on fait donc l'Assemblée Générale de l'association, c'est dans à peu près un mois, le samedi 27 janvier. Donc il y aura une Assemblée Générale le matin de l'association et l'après-midi, des réunions scientifiques. Avec merci aussi aux médecins qui se sont proposés pour faire cette journée aussi, une belle journée. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez, pour continuer en tout cas, parler de la MSN à vos confrères, à vos patients, parce que c'est votre parole qui permet de faire enrichir l'association. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je crois que c'est la fin. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, on va enchaîner sur la dernière présentation. Merci. Donc c'est Monsieur Le Bastard qui va nous présenter, donc qui est directeur de l'association VLM. Donc on vous écoute. Merci pour votre invitation. VML. Pardon, autant pour moi. VLM, sinon c'est le Téléthon, la FM. Oui, c'est peut-être une petite voilà. imprégnation. Donc je suis Denis Le Bastard, je suis le directeur de l'association Vaincre les maladies lysosomales. Je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Je vais vous expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui. Rapidement, qu'est-ce que les maladies lysosomales ? C'est un ensemble de maladies qui ont une caractéristique commune, c'est une déficience au niveau du lysosome. Et là, on retrouve parmi ces maladies la cystinose. Lysosome, j'ai dit ? Ou cystinose ? Bon. La cystinose, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Nous représentons aussi, il y a d'autres associations, vous avez vu, donc cette maladie. L'association VML, elle a été créée en 1990. Elle a été créée par des parents d'enfants malades et des adultes malades. Elle est toujours dirigée par cette population. Moi, je suis là pour mettre en œuvre la politique qu'ont décidé ses adhérents, chaque année aussi, via une assemblée générale qui élit ses administrateurs et qui eux-mêmes élisent leur bureau. Le siège social est à Massy, c'est-à-dire que les salariés sont à Massy, et on s'appuie également sur
sur l'ensemble des adhérents qui ont différentes fonctions, notamment celle de délégués régionaux pour essayer d'être au plus près de l'ensemble des malades et des parents d'enfants malades. Notre financement, il est uniquement basé sur les dons du grand public. Dans le grand public, j'entends aussi les sociétés. Parfois, des laboratoires pharmaceutiques nous aident, mais maintenant, c'est de façon très, très faible, entre 0,5 et 1%, grand maximum, dans les grandes années. C'est une chose importante pour nous, puisqu'on a toujours souhaité être totalement indépendant des laboratoires pharmaceutiques. Ça ne signifie pas que nous ne travaillons pas avec eux, bien au contraire, nous sommes très proches, mais nous faisons en sorte que chacun a sa place, chacun a ses intérêts. Il y en a un certain nombre qui sont croisés et on travaille sur cela. Alors, les 3 grands axes d'intervention de l'association, qui font partie donc de la mission sociale, et cette mission sociale va se décliner à travers des projets associatifs généralement sur des périodes de 5 ans. Le premier grand axe, bien sûr, c'est le soutien aux malades. Vous le savez, des maladies rares, on se retrouve lorsqu'on est touché par ce type de pathologie extrêmement esselée. Face à une situation bien sûr qu'on ne peut pas maîtriser, on a souvent besoin d'un coup de main, soit de la part de parents, soit de la part des professionnels qui sont au sein de l'association. On travaille bien sûr sur l'amélioration de la prise en charge médicale, et enfin, un grand classique bien sûr, favoriser la recherche. Alors je l'ai mis en 3e, mais en fait c'est le point central. L'association elle existe parce que le but du jeu, c'est de trouver des traitements, et parce qu'on y croit. Alors, dans l'axe soutien aux familles, deux actions principales, il y en a bien d'autres, c'est juste pour illustrer ce grand week-end annuel de rencontres qui est un moment extrêmement important pour l'association. C'est aussi donc un moment d'échange d'informations avec des professionnels de santé aussi, mais également d'autres, dans le domaine social, dans le domaine juridique, dans le domaine psychologique également. Mais aussi c'est un moment pour les familles de se retrouver une fois dans l'année et de rompre justement de façon concrète l'isolement dont certains peuvent souffrir de façon assez marquée, prononcée malheureusement. Deuxième grande action, les séjours de famille, séjours de répit famille qu'on a créé en 2000. Et tous les ans, nous proposons, donc pour celles qui sont vraiment fatiguées par le combat au quotidien de la maladie, puisque toutes nos maladies sont graves, évolutives et parfois létales à très court terme. Donc l'objectif, c'est de leur permettre de souffler les parents, permettre aussi à la fratrie de vivre, il ne faut pas oublier les frères et sœurs qui souffrent également de la gestion de la maladie de leurs frères ou de leurs sœurs. Donc l'axe principal, il est bien sûr sur le scientifique et le médical. Bien évidemment, le point central, c'est le financement de la recherche, comment on fait pour faire avancer l'ensemble. VME a été créé en 1990 et on a commencé à financer les premiers projets en 1992. Et depuis, on a fait un petit peu de chemin quand même, puisque, comme vous pouvez voir, on est à plus de 352 projets financés à cette année. Ça représente en tout plus de 8,9 millions qui ont été versés. Et parmi ces projets, concernant la cystinose, 14 projets ont été financés et une bourse doctorale, dont une bourse doctorale qui représente quand même un certain montant, puisque ça se fait sur plusieurs années. Et pour des associations de patients qui ne vivent que des dons, c'est un bel effort. On essaye de participer à l'élaboration des plans maladies rares selon nos ressources, puisqu'on dépend énormément, comme toute l'association de patients, on dépend de l'énergie des parents et des adultes malades, leur capacité à vouloir aller au-delà de leur cas personnel et donner un peu de ressources pour l'ensemble. Parfois ça marche très bien, parfois c'est plus difficile, ça dépend des années, mais en tous les cas on essaye d'être là pour favoriser cette participation la plus active possible. On travaille aussi, et ça c'est
On voit l'évolution très positive de la place du patient dans l'ensemble de la prise en charge médicale. On participe aux évaluations, enfin, on fait une contribution aux évaluations, aux réévaluations des traitements des maladies qui concernent les maladies lysosomales. On accompagne bien sûr les familles sur les bilans semestriels hospitaliers, sur les centres de référence. Alors, il y a d'autres choses également. On travaille sur le développement des plans, des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Voilà, pas mal d'actions. Rapidement, l'information, bien évidemment, l'information, elle est importante. Je fais un peu de répétition avec les deux autres associations. On est là pour informer, bien sûr, l'ensemble des patients, mais pour les aider à mieux comprendre leur situation et à se projeter et à essayer de prendre les meilleures décisions. L'information qu'on peut avoir, soit elle est très technique, et bien évidemment, le français moyen, sans aucun sens péjoratif, n'a pas la capacité à comprendre et à pouvoir avoir un avis critique sur ce qu'il peut lire. À l'inverse, on peut lire des choses tellement simples que ça paraît effectivement facile, alors que derrière, il peut y avoir de l'information trompeuse. Donc l'objectif de l'association, c'est d'essayer de filtrer l'information et de la redonner de façon la plus vulgarisée, la plus accessible possible. On a différents outils pour cela, donc du numérique et jusqu'à la déclinaison papier. Voilà donc ce qu'est cette association, Vaincre les maladies lysosomales. Je vous remercie énormément pour votre attention. Et encore une fois, comme toute association de patients, nous avons besoin de vous, professionnels de santé, pour nous faire connaître et faire savoir donc à vos patients qu'il existe des organismes qui les représentent, qui peuvent les aider aussi à surmonter l'épreuve dans laquelle ils doivent s'inscrire dans la durée. Merci. Merci infiniment. Merci vraiment. Il y aura l'occasion de discuter avec vous un peu plus tard dans la journée. Mais je voulais dire quand même que, enfin, je parle sous la responsabilité d'Anne-Sophie, mais si les plans nationaux maladies rares se sont mis en place, c'est que les associations ont joué un rôle absolument essentiel. Je pense que j'ai eu l'occasion de participer il y a quelques jours à un comité stratégique du suivi PNMR 3 et on sentait les représentants d'associations présents lors de ce comité extrêmement, comment dire, présents, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire très aiguillonnants, très stimulant, très exigeant, mais à juste titre. Donc un grand merci d'avoir fait ces présentations. Je pense que notre rôle en tant que filière, en tant que centre de référence, c'est bien sûr d'être à vos côtés. Comment dire, je pense qu'il y a un point sur lequel on doit tous s'interroger, c'est comment faire pour aider ces associations. Vous l'avez dit, hein, monsieur, c'est-à-dire que l'énergie, c'est le nombre de personnes dans les associations. Et je ne sais pas s'il y a une statistique qui a été faite, mais on peut craindre que, comme beaucoup d'associations, l'évolution actuelle, sans faire de la sociologie de comptoir, hein, fait que le commun ne va pas de nous-mêmes vers telle ou telle association parce que ça prend du temps, parce que ça prend de l'énergie, parce que, etc., etc. Donc je pense qu'on a vraiment ce rôle d'amplification auprès des malades qui sont dans les centres de ce que vous faites. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ici présents qui participent à ce comité scientifique, ça a été dit, et c'est vraiment très important. Donc un très grand merci pour ces présentations, et puis on aura l'occasion de rediscuter tout à l'heure.